Ils sont là, Caroline Senneville, donc avec moi, Catherine Loubier, Martine Hébert, bonsoir. Et on va évidemment ce soir parler aussi de ce premier écrasement mortel aux États-Unis en 16 ans. C'est le pire depuis novembre 2001. Collision, vous le savez, mesdames et messieurs, entre un avion d'American Airlines, d'abord un bombardier, un CRJ-700, et un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine. 67 morts, les 3 passagers d'hélicoptère et les 64 personnes qui étaient à bord, tous morts dans le Potomac, la rivière glacée de Washington. On va y revenir. Mais d'abord, quand même, tour de table. Là, on ne savait plus. On se disait hier, le secrétaire au commerce a été plus optimiste. On revient, Martine Hébert, avec ce qu'il dit depuis toujours. Donc, oui, il y en aura des tarifs, là, et plus vite que vous pensez. Exactement. Moi, je pense que ce qu'on a entendu, c'est sa ferme détermination il vient de réaffirmer encore une fois qu'il allait aller de l'avant avec les tarifs. Évidemment, comme vous l'avez mentionné, Patrice, peut-être que Mme Smith a réussi à faire passer son point avec la question du pétrole. Cela étant, on verra aussi comment le gouvernement canadien réagira à ça aussi, hein, parce qu'il n'y a rien qui empêcherait, il faut bien dire, le gouvernement du Canada de mettre une taxe à l'exportation sur le pétrole pour punir les États-Unis et s'assurer que ça puisse, par exemple, avoir des répercussions sur les prix à la pompe, qui, rappelons-le, était quand même une promesse de M. Trump là, de ne pas augmenter les prix à la pompe. Alors, on va voir comment tout ça va se placer dans les prochaines heures, mais je pense que le scénario, le pire scénario qu'on envisageait, là, en tout cas, si la tendance se maintient, mais il faut bien dire si la tendance se maintient, parce que M. Trump, vous le savez, il peut changer d'avis. C'est le patron, il peut changer d'avis, mais vous savez, il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé du fentanyl, il a parlé de l'immigration, mais il a parlé aussi de sa balance commerciale. Donc, comme raison là, pour nous imposer ça. Alors, même, ça veut dire que même si on réglait les 2 premiers points, est-ce que la balance commerciale, on ne peut pas la régler demain matin, là? Donc, est-ce qu'il va maintenir sa décision? Ça reste à voir, mais ça semble très, très, très sérieux. Catherine, après la déclaration de M. Lutnick hier, les gens disaient, bon, mais peut-être que dans l'entourage de M. Trump, on est arrivé à lui, à l'empêcher tout de suite d'exercer cette pression tarifaire et d'attendre le 1er avril, d'attendre qu'il y ait les fameuses études qu'il a commandées. Il semble qu'il veut frapper d'abord, on le dit beaucoup, puis négocier ensuite, Catherine. Oui, mais encore une fois, on ne sait pas clair. Donc, oui, on sait qu'il va imposer des tarifs de 25 mais il n'a pas dit sur quoi et quand. Donc, et disons que la menace devient de plus en plus réelle. Là. Moi, j'en ai jamais douté, là, mais est-ce que demain, on se retrouve avec des tarifs? Puis par quel mécanisme il pourrait faire ça? Sur quel produit? Ça, c'est là que tout va jouer. C'est intéressant qu'ils disent aussi, comme Martine le rappelait, peut-être sur le pétrole, il a dit ça dépend du prix. Alors, est-ce qu'il y a des négociations en ce moment à cet effet-là, soit sur le prix du pétrole actuel ou soit sur une contre-mesure tarifaire du Canada qui viendrait augmenter le prix? Je ne sais pas. Il a continué à nommer aussi, évidemment, le grand problème des immigrants à la frontière, qui est beaucoup moindre qu'au Mexique, mais pour lui, ça le dérange. Hein? Et le problème de fentanyl et même des arbres. Hein? Il dit, on a des arbres ici, on n'a pas besoin de vous. Donc, moi, ce que ça me dit aussi, c'est que M. Trump a décidé que les problèmes intérieurs des États-Unis ne sont pas juste ses problèmes à lui. Ce sont aussi les problèmes du Mexique et du Canada, même si c'est à des mesures différentes. Et on a vu aussi Mme Joly, la ministre, dire le fentanyl, c'est juste 1 je pense. Mais c'est pas important pour lui parce que 1 c'est trop. Et puis, c'est un nouveau problème au Canada qu'on fabrique et qu'on exporte du fentanyl. Et il faut rappeler aussi qu'évidemment, les quantités de fentanyl qui passent à la frontière, qu'on est capable de calculer, c'est bien. Mais qu'en est-il des autres quantités de fentanyl à la frontière qui nous échappent? Donc, je pense qu'on n'a pas le choix que de travailler avec les Américains et d'avoir un plan conjoint pour régler ces problèmes-là qui sont aussi à notre avantage. Mais on a mis, Caroline Senneville, on a mis d'ailleurs, on va les voir tout à l'heure, les Black Hawk. On a loué des hélicos américains. D'ailleurs, c'est un peu le symbole de la puissance américaine qui patrouille la frontière. On a mis 1,3 milliard. Le gouvernement canadien promet 1,3 milliard. Là, à un moment donné aussi, on ne peut pas construire un mur. Très rapidement, on voit mal qu'est-ce qu'on peut faire de plus, à moins de faire sauter des laboratoires, de le filmer et d'envoyer ça à M. Trump, Caroline. Puis même si on le faisait.
M. Trump n'a pas changé de discours depuis le mois de novembre, des tarifs de 25 pour le Canada. Le reste, là, pour moi, ça, c'est le principal. M. Lutnick, qui n'est pas encore confirmé comme secrétaire au commerce, d'ailleurs, moi, je ne l'ai jamais cru. Il ne faut pas se laisser distraire. Il faut se préparer au pire scénario et après ça, on verra ce qui se passera. On n'a pas le choix. Moi, je pense que M. Trump pourrait changer d'idée s'il est face aux conséquences de ses actes, un peu comme il le fait pour les programmes gouvernementaux et les travailleurs là, fédéraux. Je pense que c'est la seule chose qui pourrait lui faire changer d'idée. Et moi, je ne suis pas très complotiste dans la vie, mais disons que je soupçonne que le lobbyisme intense de Mme Smith qu'elle a fait sur ses propres bases et non pas dans l'équipe Canada ont peut-être porté fruit. Mais c'est sûr que M. Trump ne veut pas que le prix à la pompe augmente. Comme je ne pense pas qu'il souhaiterait que le prix de la canette en aluminium de bière augmente. Alors, il faut nous, on n'a pas le choix, il faut garder les yeux sur la balle, garder les yeux sur l'objectif et pas se laisser distraire par le bruit autour. Surtout quand ça ne vient pas directement de M. Trump. Il est déjà assez difficile à suivre lui-même, là, que c'est ça. On a vu, on verra peut-être le graphique, on a vu immédiatement, il y a quelques minutes, la chute de la valeur du dollar canadien. C'est assez impressionnant. Les marchés aussi auront leur mot à dire, puis on verra comment dans les prochains jours tout ça se joue. Martine, je parle à l'économiste, le dollar canadien en a pris pour une claque il y a quelques minutes, là. Bien, je pense que c'est un peu normal, Patrice. Vous savez, il fallait s'y attendre, là. Bon, maintenant, j'imagine là, qu'avec les annonces qui suivront, avec les plans qui seront mis de l'avant, là, si jamais ça se concrétise par le gouvernement fédéral, ça va se stabiliser un peu, mais c'est normal qu'on s'attende là, à une baisse du dollar canadien, une appréciation du dollar américain, donc, dans ces circonstances-là. Et c'est normal, les marchés, c'est une réaction là, qu'on verrait dans n'importe quel autre pays du monde qui serait dans la même situation. Maintenant, j'ai quand même trouvé le discours de M. Champagne jusqu'à un certain point là, rassurant par rapport aux travaux là, qui sont faits au niveau du gouvernement fédéral, là, ce qu'on a cru comprendre, en tout cas des plans qui sont déjà là, en train de se mettre en branle. Puis moi, ce que j'aime beaucoup et ce que je dis depuis le début, il faut travailler sur ce qu'on contrôle. Et donc, j'aime beaucoup entendre de la part des gouvernements de dire, bien, on est en train de regarder aussi qu'est-ce qu'on peut faire dans notre cours à nous pour contrer les effets de ce qui s'en vient, là, puis essayer d'absorber le choc qu'on va avoir à absorber si jamais il va de l'avant. Je dis encore si jamais, parce qu'on n'est pas rendu à samedi. Catherine, je veux vous envoyer sur le pétrole parce que, bon, Daniel Smith était contre que le Canada impose une surtaxe à l'exportation pour tenter de retrouver un rapport de force avec Washington. Elle veut que le pétrole canadien file vers les États-Unis comme d'habitude. Est-ce que ça va devenir un enjeu canadien, vous croyez, Catherine, cette question du pétrole, si M. Trump épargne le pétrole? Mais je pense que c'était déjà un enjeu. Et, tu sais, des fois, on oublie que même au Québec, il y a plus de 50 au Québec de besoins en pétrole, en énergie fossile. Et donc, je pense que là, on arrive devant un mur en disant, bien, c'était peut-être pas une bonne idée d'avoir juste un client pour ce qui rapporte près de 175 milliards de dollars à tout le Canada. C'est peut-être pas l'idéal, là. On aurait dû investir dans des infrastructures comme des pipelines qui nous permettent d'exporter ce pétrole-là, qui, qu'on le veuille ou non, est un des centres de revenus principaux du pays, et de l'envoyer sur d'autres marchés. Donc, on arrive devant cette réalité-là. Je lisais M. Sebia dans la presse ce matin qui disait la meilleure chose qu'on peut faire, c'est sécuriser notre avenir énergétique. Ben oui. Et c'est pas juste au Québec avec l'hydroélectricité, c'est dans le reste du pays aussi. Donc, je pense qu'on arrive au mur de cela, là. Et moi, je trouve qu'on a trop tardé. J'écoutais M. Champagne aussi. Je pense qu'il doit reconnaître que ces infrastructures-là auraient dû être construites avant. Et c'est la même chose un peu pour le fentanyl. Il disait, il faut s'attaquer aux ingrédients qui viennent de la Chine au Canada et qui entrent dans la fabrication du fentanyl. Bien, pourquoi il ne l'a pas fait? Ça fait 9 ans qu'ils sont là au pouvoir. C'est un problème qui est énorme, la crise des opioïdes aux États-Unis. Ça devient de plus en plus un problème ici au Canada. Ce n'est pas d'hier.
Oui, c'est un symbole, c'est un énorme problème. Hein? Oui, non, je minimise pas le problème, mais lui, il a dans sa tête qu'au Canada, c'est une passoire et qu'effectivement, s'il règle ça, il règle une partie du problème américain. Caroline Senneville, je reviens sur l'aide aux travailleurs, parce que si ça se met en place, tous les modèles économiques, Martine serait mieux placée que moi pour le dire, mais montrent des pertes d'emplois, là, éventuellement. Là. C'est pas vrai qu'il n'y aura pas de coût à ça, même si les gouvernements aident. Vous, est-ce que ça vous inquiète que le Parlement ne siège pas? M. Champagne disait on est capable d'adapter des programmes existants pour envoyer de l'aide. Est-ce que ça vous rassure, vous, dans le monde syndical? Bien, on est en communication avec le gouvernement fédéral. On aura une rencontre, d'ailleurs, demain à Gatineau à cet égard-là. Puis oui, il y a des choses qui peuvent être faites. Puis on peut penser à ce qui s'est fait pendant la pandémie aussi. On était capable d'agir vite et bien. Et en tout cas, ils nous disent qu'ils ont les moyens d'agir. Mais vous l'avez dit, pour le Canada, c'est pas une situation idéale d'avoir, disons, un leadership sur le déclin. Là. Pas sûr qu'avec même un bon premier ministre bien en selle, qu'un coup de fil à Donald Trump réglerait tout. Il ne faut pas s'illusionner non plus. Mais c'est sûr que ça ne renforce pas la position du Canada. Mais oui, il va falloir penser à aider les gens qui en auront besoin, à la fois les entreprises et les travailleurs dans les domaines qui seront touchés. OK. Catherine, je vous ai pas de boule de cristal, là, mais vous êtes aux États-Unis. Est-ce qu'on peut encore éviter l'iceberg, là? Bien, je pense que non, mais encore une fois, il est tellement on n'est pas capable de prédire ce qu'il va faire. Là. Vous vous souvenez de l'expérience avec la Colombie, ça a changé dans le cours de la nuit. Donc, je pense qu'il va imposer les tarifs. Il a dit qu'il le ferait, il va le faire. Comment on peut s'en tirer et à quelle vitesse? Puis à quelle vitesse, d'un autre côté, ça se fera imposer? Je pense que c'est là que la négociation peut avoir lieu. Mais tu sais, encore une fois, je persiste aussi, si je me mets dans la tête de Donald Trump, c'est qu'il pousse sur le Canada et le Mexique, qui bordent les États-Unis, pour en faire un problème continental, ce que c'est à plusieurs égards, et pour ne pas être seul à lutter ou à livrer même sur ses promesses à lui envers les Américains. Et puis, je peux vous dire que les Américains ici, il n'y a personne qui vraiment s'offusque de ce qui est en train de se passer là, parce que c'est un problème qu'ils ont demandé au président de régler. Et donc, je pense qu'il peut y avoir des négociations de dernière minute, là. Il le dit lui-même sur le pétrole. Il nomme constamment aussi le secteur du bois d'œuvre. Pourquoi il fait ça? Il nomme pas le secteur du lait, ou en tout cas, je ne l'ai pas entendu dernièrement dire ça. Alors, je pense qu'il envoie des messages et j'espère qu'il y a des négociations en ce moment qui vont nous faire éviter au moins les tarifs sur le pétrole, parce que ça, ce serait absolument catastrophique. Et j'ajouterais peut-être, Patrice, si vous me permettez, oui, sur ce que Catherine vient de dire, peut-être qu'après avoir... Parce que M. Trump, il faut qu'il gagne. Hein? Ça y prend un gain. Il est comme ça. Alors, peut-être qu'après avoir regardé ses vidéos de Canadaflix, et non pas de Netflix en fin de semaine, mais ces fameuses vidéos-là qu'on lui envoie sur le contrôle de la frontière et fentanyl, qui sait, peut-être dira-t-il, bien, il fera comme pour la Colombie, bien, finalement, le problème, j'ai regardé, le problème est réglé, donc je reporte ma décision. Moi, je ne pense pas qu'il va annuler sa décision, mais peut-être. Écoutez, c'est une hypothèse que je lance comme ça, considérant là, le passé du personnage. Mais il va jouer avec nos nerfs pour les 1300 dodos qui nous restent, là. Oui. On va y aller un mois à la fois. Ça fait beaucoup de dodo. Et les gens qui se posent la question, mais pourquoi vous en parlez autant? Mais parce que l'impact peut être énorme, là. Oui. Je le rappelle à chaque fois. Juste en Ontario, M. Ford a parlé de 500 000 emplois qui étaient menacés. Au Canada, il y a des études du ministère des Finances qui montrent que dans les premières semaines, il pourrait y avoir jusqu'à 1 million d'emplois au Canada menacés. C'est hier, la Banque du Canada, puis ça, c'est pas confidentiel, Martine Hébert a parlé d'une baisse du PIB canadien de 2,4 2,6, 2,4 aidez-nous à placer ça. Puis je vous parlais du dollar en une seconde. Tout qui a fait ça. Vous voyez, la courbe, là, à la toute fin, la courbe à brut, c'est quand, donc, à 17 heures, je ne vois pas l'heure, là. J'ai pas assez bons yeux. Mais bref, quand la nouvelle de Reuters est sortie tout à l'heure, paf, le dollar a plongé. Donc, Martine, ça paraît abstrait comme chiffre, c'est très concret, là.
Bien, c'est très concret parce que ce que ça veut dire aussi, c'est un ralentissement de notre économie. Vous l'avez dit, Patrice, des pertes d'emplois. Puis il faut dire que les effets sont commencés déjà de la menace. On sait que les entreprises canadiennes là, se sont retenues beaucoup d'investir au Canada, sont en train de tout déployer leur plan, de redéployer leur plan d'investissement aux États-Unis pour ne plus être victimes de ces soubresauts-là et de cette incertitude-là. Parce que un des déterminants économiques très importants dans une économie aussi, Patrice, c'est la prévisibilité, je le dis tout le temps. Et c'est vrai, et on le voit depuis plusieurs mois que les plans de redéploiement d'investissement s'orientent davantage vers les États-Unis. Donc, tantôt, on va avoir un problème. Et ça, je répète aussi que la menace tarifaire, Patrice, elle est importante, mais elle est aussi assortie d'un changement important de la politique économique interne aux États-Unis qui va affecter notre compétitivité. Je pense à des baisses d'impôts majeures qui vont être accordées aux entreprises, de la déréglementation, donc qui va non seulement attirer de l'investissement, mais qui va aussi faire en sorte que ça va creuser encore davantage le fossé de compétitivité qu'on affiche au Canada et de productivité. Donc, tout ça mis ensemble, il faut vraiment, là, c'est le temps pour l'ensemble des gouvernements, comme ils ont fait, là, de s'asseoir, tout le monde autour de la table et de déployer des plans là, pour s'assurer que l'économie canadienne va être capable de faire face à ce qui s'en vient, parce que ça va frapper fort. C'est intéressant, puis je vais vous écouter là-dessus, Caroline Senneville et Catherine Loubier, parce que là, vous n'aurez pas le même avis, je suis à peu près sûr. M. O'Toole, l'ancien chef conservateur qui a fait publier une lettre aujourd'hui disant il faut que les entreprises canadiennes, il y ait des baisses d'impôts nous devons instaurer une baisse temporaire et stratégique des impôts sur les sociétés, une réduction fédérale de 15 à 8 doublée de baisse des taux provinciaux, donc, donnerait un répit aux manufacturiers canadiens pour s'ajuster aux mesures de Trump. Bonne idée, Caroline Senneville, de baisser les impôts des entreprises de façon importante pour qu'elles soient plus compétitives avec les Américains? Non, pas une baisse généralisée, très certainement pas. D'abord, il faut toujours dissocier baisse d'impôts puis investissement parce que ça, on l'a essayé. Ça fait 30 ans qu'on dit si les entreprises ont plus d'argent, ils vont investir dans le capital humain ou dans le capital tout court. Ils ne le font pas. Après ça, ben oui, le Canada, puis pas juste le Québec, là, ont des taux d'impôts, mais ils ont aussi des subventions, ils ont aussi des aides, des crédits d'impôt sur l'investissement, sur l'innovation, sur les projets d'investissement majeurs. Les gains en capitaux aux États-Unis sont taxés à moindre coût, mais 100 des gains en capitaux sont taxés, ce qui n'est pas encore le cas, ce qui est pas encore le cas aussi au Canada. C'est pas ça qui est annoncé non plus. Puis Madame Hébert parlait de prévisibilité. Moi, je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de prévisibilité économique aux États-Unis avec le climat actuel. Il faut gérer les inégalités, il faut gérer l'impact que ça aura sur la disponibilité de la main-d'œuvre, ce qu'on est en train de faire de façon inhumaine donc, baisser les impôts, vous dites, Caroline, les immigrants. C'est que l'environnement d'affaires, c'est pas juste les impôts. OK. Catherine Loubier, les conservateurs, d'ailleurs, M. O'Toole écrit cette lettre, vont plaider ça, que comme Trump va baisser les impôts, il faut qu'on baisse les impôts au Canada, Catherine. Oui, bien, je ferai la différence entre M. O'Toole et les conservateurs, d'abord, là, parce que je pense qu'il se creuse un fossé de plus en plus entre les deux. M. Poilievre n'a pas proposé ces baisses d'impôts corporatives-là directement. Il a dit qu'il faut enlever la taxe sur les produits et services, sur la construction, sur l'énergie, sur la construction des maisons et des infrastructures. Je pense que des mesures temporaires pour rester, comment on dit, pour rester vivant, là, ça peut être bien, mais pas des mesures à long terme. Je suis d'accord avec ma collègue là-dessus. Quelque chose de temporaire, oui, mais ça ne règle pas le problème de fond. Et à courte échéance, là, moi, si je suis dans le bureau du premier ministre en ce moment, je me préoccupe d'abord des travailleurs. Ça, c'est certain, des familles, des conséquences sur les familles qui vont perdre leur emploi dans un pays où encore une fois, je le dis souvent, il ne faut pas l'oublier, les banques alimentaires débordent. Alors, on a une situation déjà qui est urgente et assez catastrophique au niveau de la pauvreté au pays. Et là, il va y avoir des pertes d'emploi. Pour ce qui est des entreprises, la dernière fois, je suis absolument d'accord avec ma collègue, les baisses d'impôts pour plusieurs entreprises au Canada qui sont presque des monopoles, n'a certainement pas été dans ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire la productivité, l'innovation, faire en sorte qu'elle soit plus forte dans le futur pour passer à travers ces crises-là.
je reviens à mon problème de fond. Il faut être capable de créer de la richesse au Canada, de la richesse durable. Il faut être capable de diversifier ses clients. Et pour ça, il faut reconnaître qui on est. On est un pays de ressources naturelles. Il n'y a pas juste le pétrole, mais il y a les ressources naturelles aussi. On a des minéraux, etc. C'est bon. Mais c'est intéressant. Il faut investir là-dedans aussi en parparallèle. Là. Mais l'urgence, c'est les personnes. Oui. Puis je suis d'accord avec Catherine et avec Caroline aussi. Moi, quand on dit de s'assurer que nos entreprises vont pouvoir se sortir la tête hors de l'eau, ça ne veut pas dire sur une base permanente. Mais on va avoir besoin de trouver des mécanismes à court terme qui vont aider nos entreprises à traverser la crise puis à se repositionner. Vous savez, on dit toujours que la faim sort le loup du bois. Alors, il va falloir que les entreprises, là, si elles sont affamées, peut-être qu'effectivement, elles utiliseront davantage à bon escient les allègements fiscaux qui leur sont promulgués si ils sont sur une période de temps déterminée. On peut peut-être écouter M. Legault, qui aujourd'hui, lui, se voulait positif. Parce qu'encore une fois, hier, avec Lutnick, le prochain secrétaire au commerce, on se dit, peut-être que finalement, tout ça va être repoussé au 1er avril, parce qu'ils ont demandé une étude pour voir si les Américains se faisaient avoir dans le commerce international, entre autres, avec le Canada. Or, M. Trump, qui répète il y a quelques minutes, non, c'est bel et bien samedi, le 1er février. M. Legault, lui, disait... Dans la F-150, là, le véhicule le plus vendu aux États-Unis, c'est de l'aluminium du Québec. Écoutons. Moi, je continue à garder espoir qu'on va revenir à la raison, puis tout le monde va comprendre là, que c'est bon pour le Canada, c'est bon pour le Québec, c'est bon pour les États-Unis, qu'on soit des partenaires, que nos chaînes d'approvisionnement sont tellement intégrées qu'on doit travailler encore ensemble. Si jamais il y a des pertes d'emploi chez nous, ça veut dire qu'il y a un gros problème aussi aux États-Unis. Moi, je continue à garder espoir qu'on va revenir à la raison, puis tout le monde va comprendre là, que c'est bon pour le Canada, c'est bon pour le Québec, c'est bon pour les États-Unis, qu'on soit des partenaires. Alors, ça, c'était il y a 4-5 heures, Martine Hébert, et François-Philippe Champagne plaidait la même chose il y a quelques minutes sur notre plateau. Mais ces arguments-là, rationnels, économiques, que les Américains vont payer un prix s'ils tirent les flèches sur le Canada, pour M. Trump, ça ne tient pas la route parce que lui pense qu'il va avoir plus de bénéfices en récoltant de l'argent des tarifs que d'inconvénients. Bien, ça ne l'ébranle pas beaucoup dans son discours actuel. Maintenant, puis on a déjà joué dans ce film-là, Catherine pourra le corroborer parce qu'on était là en même temps aux États-Unis lorsqu'il y a eu des tarifs sur l'aluminium. Il y a des gens qui s'activent en coulisses, il y a des gens qui, dans les milieux d'affaires aussi. Le problème, c'est que à l'époque où il y avait des tarifs, le Canada avait reçu des appuis, notamment de gros regroupements d'affaires aux États-Unis, des appuis publics là, comme la US Chamber of Commerce et tout ça. Mais ce qu'on ne voit pas, en tout cas à l'heure actuelle, moi je n'ai pas vu, là, je ne sais pas si Catherine elle l'a vu sur le terrain, mais ce que je n'ai pas vu, cela étant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui s'activent en coulisses et qui ne tentent pas justement de démontrer à M. Trump ce qu'il va gagner s'il ne va pas de l'avant et non pas ce qu'il va perdre s'il va de l'avant. Moi, je pense que c'est plutôt l'approche comme ça. Je pense que ce qu'il faut qu'on y montre, c'est « what do you win », c'est quoi ton win à toi si jamais tu ne vas pas de l'avant. Et donc, je pense que c'est la meilleure approche. Mais comme je vous dis, il y a des gens qui s'activent en coulisses actuellement. Alors, est-ce que ça va permettre de revenir à la raison et de convaincre M. Trump à terme, y compris les gens d'affaires, auxquels le discours il est probablement le plus sensible? On verra. Catherine, aux États-Unis, vous vivez à Los Angeles, aux États-Unis, quand ils parlent du Canada, bon, bien sûr, des journaux comme le Wall Street Journal en parlent, puis c'est des journaux économiques, mais ça ne fait pas les grosses manchettes, là. Non, ça ne fait pas les grosses manchettes. C'est vraiment pas dans le quotidien des gens ici, là. Je dirais absolument pas, même. La plupart des gens disent « Ah oui, ils parlent du 51e État », mais je ne crois pas que c'est central. Il y a des sondages qui ont circulé dernièrement, là, même aujourd'hui, je pense, pour dire les Américains préféreraient à plus de 50 % que leur pétrole, par exemple, provienne du Canada versus l'Arabie saoudite. Mais je veux revenir quand même au président Trump et ses intentions, là. Les tarifs, pour lui, c'est une doctrine, hein? Et c'est la même chose pour M. Lutnick.
Et il est dans un deuxième terme où il veut changer profondément la production qui est effectuée aux États-Unis et le taux de richesse et sécuriser la prospérité des États-Unis. Donc, pour lui, là, je le dis, il l'a dit d'ailleurs à M. Legault, mais M. Legault se fait rassurant, c'est normal, là. Mais il l'a dit, ça ne me dérange pas si ça fait mal aux Américains pour un bout de temps d'avoir à construire une chaudière d'aluminium chez nous. Bon, je dis n'importe quoi, c'est vraiment pas le secteur, je pense, où c'est le plus facile de diversifier, là. Mais de construire des usines et puis de payer peut-être plus cher ou de payer le prix entre-temps, je pense qu'il va le faire à certains égards dans certaines chaînes d'approvisionnement. Il ne pourra pas le faire dans tout, mais il va choisir des industries où il va vouloir asseoir l'avenir économique des États-Unis en matière de production manufacturière pour des années à venir et il est prêt à en subir les conséquences. Là où il y aura un mur à traverser, c'est le Congrès. Ce que vous venez de dire, c'est vraiment fondamental, Catherine, pour que les gens comprennent la dynamique et le jeu actuel. Ce n'est pas simplement un hochet avec lequel il s'amuse pour montrer sa supériorité face au Canada, au Mexique. Il peut avoir de ça, mais c'est une doctrine profondément ancrée qu'il a, que les tarifs, c'est bon, parce qu'on va retrouver Make America Great Again, on va retrouver donc une force économique, d'abord en s'enrichissant, en collectant de l'argent sur les biens qui arrivent, et en forçant les entreprises à produire aux États-Unis, entre autres. Alors, ne pas comprendre la profondeur de ça, on passe à côté. Oui, Caroline? Oui, mais puis ça prouve aussi que ce qu'on a fait dans les dernières décennies, ça n'a pas réussi à créer une société prospère pour tout le monde. Quand on voit les emplois quitter nos villes industrielles, on a vécu la même chose au Canada, là, donc c'est aussi une réaction aux promesses qu'on nous avait faites où le libre-échange à tout crin, chacun se spécialise dans son domaine, puis vous allez voir, ça va bien aller, puis ça va se promener partout, et tout le monde va être au top parce qu'il va être le plus productif, parce qu'il va faire juste ça dans quoi il est bon. Ça a laissé des traces aussi dans la société et dans l'économie américaine. Et on récolte malheureusement cette situation-là, notamment à cause de ça. Puis moi, je dirais, je suis bien désolée pour les... Excusez-moi, Caroline, oui. Les gens déçus devant la mondialisation qui ont embarqué dans ce mouvement très, très fortement aux États-Unis, MAGA. Donc, comme vous dites, ils sont pas il y a déçus, des raisons... ils sont pauvres! Non, mais il y a des raisons profondes, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est que ils sont pas juste déçus, ils sont pauvres. Oui, mais là, il faut que les prix baissent. Et Martine Hébert, à court terme, bonne chance pour que les prix aux États-Unis baissent. Bien, ça va dépendre de comment tout ça va s'actualiser, hein, parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils planchaient sur, oui, il va annoncer 25 mais ça se peut que ce soit graduel. Ça va être quels produits qui vont être affectés. Et il faut dire que dans plusieurs secteurs aussi, les entreprises américaines là, stockent des inventaires quand même importants depuis plusieurs mois pour être capables. Alors, ça se peut que les consommateurs américains ne voient pas, si vous voulez, Patrice, l'effet tout de suite à court terme sur les prix. Mais c'est sûr qu'à terme, d'un point de vue économique, l'imposition de tarifs a des pressions à la hausse là, sur les prix des produits et services du pays qui l'impose. Ça, c'est clair. Bon. Alors, on verra ce que ça va donner. Mais je suis assez d'accord avec Catherine quand elle dit, effectivement, c'est fondamental ce qu'elle a dit dans le sens de doctrine, parce que ce qu'on dit, c'est que la politique économique de M. Trump aussi est en train de changer de façon fondamentale les fondations de ce que nous connaissons depuis des décennies, Patrice, en matière d'échanges multilatéraux et même en matière d'échanges bilatéraux. Donc, ça nous amène à repenser l'entièreté de la façon dont on fait des affaires et dont on pense nos politiques économiques depuis 30-40 ans. Même l'après-guerre, depuis l'après-guerre. Exactement, tout à fait. Très bien. On va réécouter, parce que les gens se demandent qu'a-t-il dit, ceux qui n'étaient peut-être pas avec nous au tout début, qu'a-t-il dit, M. Trump? Je vous fais réécouter, c'est en anglais, on va traduire, ne vous inquiétez pas, mais pour entendre M. Trump qui l'a redit il y a 1h30, il y aura le 1er février des tarifs. Ce dont il n'est pas sûr, c'est est-ce qu'ils vont s'appliquer au pétrole canadien. On écoute. I'll be putting the tariff of 25% on Canada and separately 25% on Mexico. And we will really have to do that because we have very big deficits with those countries. Those tariffs may or may not rise with time.
We may or may not. We're going to make that determination probably tonight on oil. Yeah, because they send us oil. We'll see. It depends on what the price is. If the oil is properly priced, if they treat us properly, which they don't. Look, Mexico and Canada have never been good to us on trade. They've treated us very unfairly on trade. And we will be able to make that up very quickly because we don't need the products that they have. Nous n'avons pas besoin des produits qu'ils ont, qu'ils nous envoient, répète M. Trump. Et pour le pétrole, la deuxième partie, il expliquait qu'il va décider peut-être cette nuit, ce soir, si le pétrole sera exempté ou pas, mais que sinon, pour le reste, le Canada et le Mexique ont traité de mauvaise façon les États-Unis. On a des pays qui ont été injustes dans leurs relations commerciales avec les États-Unis, que donc, il a besoin d'agir comme ça. Ça, c'était il y a 1h30. On vous a montré, mesdames et messieurs, le graphique du dollar, 21h, heure internationale, qui a planté à ce moment-là, dès que Reuters a donné la nouvelle. Et moi, je dois sortir. Oui. Pardon, je vous devez... m'excuse. Non, il n'y a pas de souci. Oui, je dois vous quitter, oui. Martine, Désolée. merci beaucoup. Merci. Oui, parce que Oui. ça fait 2 jours que je fais ça à mes panélistes. Je suis désolée, les nouvelles sont comme ça. Vous devez être là 15 minutes, vous êtes là 1 heure. Martine, oui, merci. on vous Au remercie. revoir. Je termine cette portion avec Caroline et donc Catherine Loubier. Vous venez de l'entendre, là, Catherine. Là. C'est assez clair qu'il va se passer quelque chose samedi, là, je pense. Oui, en effet, là, on est devant l'action du président Trump. Il a menacé, M. Lutnick, son futur secrétaire au commerce, nous a dit « Vous allez avoir des tarifs, vous n'avez pas fermé votre frontière, vous n'avez pas réglé le fentanyl. » Donc, reste à voir à quelle hauteur et à quelle vitesse et si le pétrole recevra des tarifs à ce moment-ci. Mais c'est confirmé, comme on le dit. Et vous savez, quand on dit, j'écoutais le ministre Champagne tout à l'heure en entrevue avec vous, oui, on est le plus grand partenaire économique des États-Unis, mais ça peut se revirer contre nous parce qu'il peut vouloir, comme on dit en langage économique, cracher certaines industries dans lesquelles on performe pour les fabriquer lui-même chez eux aux États-Unis. Oui, je sais bien que les chaînes d'approvisionnement sont très imbriquées, que les produits, les pièces traversent la frontière plusieurs fois, mais je pense qu'il faut voir plus fort que ça avec sa doctrine de tarifs, là où il veut transformer vraiment la fibre économique des États-Unis. Alors, Caroline Senneville, un petit mot de la fin. On pense aux travailleurs si ça se met en place. Et d'ailleurs, et à Québec et à Ottawa, on dit attendons le décret samedi ou vendredi dans la nuit ou peu importe pour réagir officiellement. Mais si ça se confirme, il faudra surveiller comment on traite et comment les gouvernements aident les gens qui, dans des secteurs clés, vont peut-être perdre pour un temps leur emploi. Oui, alors au même moment où les loyers explosent, on est en pénurie de logements, donc les coûts d'épicerie sont très élevés, les gens sont endettés. Tout ça va arriver à un moment là où, malheureusement, il y a beaucoup de détresse humaine. Oui, les banques alimentaires, oui, les gens dans la rue. Vous savez, moi, à l'âge que j'ai connu le Québec à des taux de chômage autour de 14 %. Il y avait moins de monde dans la rue à ce moment-là qu'il y en a maintenant, alors qu'on a le taux de chômage le plus bas du Canada, en bas de 6 %. Donc, c'est sûr qu'à la fin, c'est toujours la population qui écope. Caroline Senneville, Catherine Loubier, merci beaucoup.